Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, Top Chrono, c'est la clôture, dernière table ronde de la journée de ce marathon qui a démarré ce matin à 9 h. Vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rassure, les contenus que nous avons produits aujourd'hui sont tous accessibles en replay. Voilà, simplement avec une requête sur le hub de la FNIM, également sur l'application de Radio Imo. On est ravis d'être avec vous. Il est 17 h. Pour cette table ronde, on l'a voulu volontairement avec une orientation politique, logement, quelle vision politique, l'AFNAIM, en particulier face aux défis du secteur. Après cette journée riche en échanges sur les réalités du marché, on va terminer avec cette séquence prospective. Quelle vision pour le logement en France, comment répondre à la crise, comment réenchanter finalement la confiance des acteurs et bâtir une politique durable. Pour en parler, Loïc Quentin, président de la FNIM. Merci d'être avec nous. Bonsoir Sylvain. Merci également François Jolivet, député de l'Indre, la première circonscription de l'Indre. Merci François d'être avec nous. Bonsoir Sylvain. Et bien sûr, on ne pouvait pas faire sans lui. Il est le président du groupe Gambetta. Il s'exprime régulièrement avec sa verve acérée. C'est Norbert Franchon, président du groupe Gambetta. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. J'ai envie de commencer par vous, Loïc, pour cette clôture où on sait qu'on va essayer de dresser une vision politique, mais avec résolument positive et constructive, malgré un climat politique, on peut le dire, déstabilisant et morose. Le rôle de la FNIM et des corps intermédiaires, c'est si je vous dis que c'est avant tout un lobby, un contre-pouvoir ou une force de proposition, vous diriez oui? Bien sûr. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle, surtout dans une période de tempête et de turbulence comme celle que l'on va traverser. Plus que jamais, la FNIM va justifier notamment son rôle et son intervention. Je crois qu'on est, vous l'avez bien dit, on est là pour être une force de proposition et puis aussi, je dirais, se rapprocher du monde législatif, des parlementaires et faire porter la voix des corps intermédiaires que nous représentons. Parce que je crois qu'on a peut-être oublié de faire référence à la société civile, malgré les promesses du candidat Macron, quand il avait été élu, faisant référence à une société civile en mouvement. Et on aurait souhaité que ça se transforme, notamment en se rapprochant des corps intermédiaires, qui sont finalement un creuset d'analyse, un creuset d'observation et d'expérience professionnelle qui peut être porté à connaissance du politique en vue d'une application. Et je crois, plus que jamais, la question logement, qui est au cœur de la préoccupation de tous les Français, doit faire l'objet d'un rapprochement entre les élus. Heureusement, nous avons des rapprochements réguliers avec François Jolivet, avec Anaïs Glemer, avec beaucoup de députés qui ont une compétence logement, mais pas suffisamment. Et je le disais ce matin, on a un groupe logement à l'Assemblée nationale qui a été créé. C'est une structure merveilleuse où on peut effectivement débattre, où chacun, les promoteurs peuvent intervenir, les administrateurs de biens, les syndicats de copropriété, mettre en évidence les difficultés de nos professions, du marché du logement, accélérer le processus de réflexion, d'analyse et de prospective. Eh bien, si je vous disais, mon cher Sylvain, que on doit avoir 80 groupes logements à l'Assemblée nationale, je disais ce matin, il y a presque un groupe sur l'analyse de la salamandre et son évolution dans la forêt de je ne sais où, mais il y a un groupe logement à l'Assemblée nationale, eh bien, il ne s'est pas réuni depuis au moins 3 ans. Que dire de ce constat? Ce n'est pas à la hauteur des enjeux d'un pays comme la France, qui se doit de mener une analyse et une observation concertée avec les corps intermédiaires et tout l'écosystème de l'immobilier et de la construction quand nous sommes confrontés à de telles difficultés. Mais je crois que c'est une question de cap, d'orientation, de volonté. Il ne suffit pas de parler de logement entre soi, il faut en parler maintenant dans le grand public. Je pense que les choses sont claires quand elles sont dites de cette façon. On va demander à un politique justement de nous donner une réponse, en tout cas une analyse. Quand on est un élu de la nation, qu'on travaille au Parlement, qu'on est député comme vous, François Jolivet, et je rappelle d'ailleurs également que vous êtes aussi un professionnel à la base de l'immobilier, que vous connaissez bien. Qu'est-ce que vous attendez de votre côté des corps intermédiaires comme la FNAIM dans la fabrique de la loi, par exemple? Alors moi, ce que j'attends des corps intermédiaires comme la FNAIM, c'est qu'ils fassent en sorte que le personnel politique s'approprie leurs contraintes métiers. C'est la première chose. C'est vrai qu'il y a des caisses de résonance à l'Assemblée nationale. Le groupe logement, j'en fais partie. C'est vrai qu'il s'est réuni qu'une seule fois pour sa constitution, puisque le président, dont je tairai le nom, n'avait pas le temps de le réunir. Et sous le mandat précédent, c'était la même chose. Et pour être parfaitement courtois, en revanche, avec mes collègues députés qui sont autant légitimes que moi, la vraie difficulté du logement, et sans doute ça s'explique parce que le groupe de travail ne se réunit pas, c'est que les députés, ils ont tous un logement sur la tête, ou un toit sur la tête, ils ont tous une opinion.
Ils savent tout ce qu'il faut faire. Ils vivent dans un syndic, ils savent comment s'isole un logement parce qu'ils l'ont vécu. Mais en fait, la vraie difficulté de la matière logement que nous partageons tous les trois autour de cette table, c'est que c'est une fonction très difficile de connaître l'immobilier, un métier particulier. Et ça ne supporte pas les opinions. Et le logement, il s'inscrit dans un temps long. On ne va pas dire du jour au lendemain, il y aura 200 000 logements de plus en France. Il faut avoir un permis, il faut les construire, il faut les louer, etc., etc. Et comme ça s'inscrit dans un temps long, ça ne s'inscrit pas dans un temps politique. Et pourtant, moi qui suis député, et vous avez la bienveillance à mon égard en disant que je connais bien le logement, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui, puisque moi je suis responsable du budget du logement et de l'hébergement. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que dans le domaine du logement, je n'ai jamais reçu autant de mails de gens qui me disent « je suis séparé depuis 2 ans, je continue à vivre avec mon mari. J'étais pris en astrophysique en fac à Paris. J'ai eu 22 sur 20 au bac, j'ai été pris dans le Parcoursup. Je fais fac de géo à Périgueux, finalement, parce que je n'ai pas trouvé de logement. » Mais oui, tout à fait. Je vois des présidents d'université qui viennent me voir en disant vous pourrez faire un truc sur le logement, messieurs les présidents. Alors je leur dis tout de suite, c'est vous les plus gros propriétaires fonciers. Vous pourriez peut-être faire des trucs aussi. Mais en fait, les effectifs de ma fac baissent. Je suis un apprenti... je suis à 60 km de mon maître d'apprentissage, j'ai pas de logement, donc je vais peut-être devoir mettre fin à cela. On m'a dit, mon permis à 17 ans, c'est bien, mais il faut se payer la voiture. Voilà, mais j'ai pas de logement, ce serait quand même beaucoup plus simple, surtout quand on commence son service en boulangerie ou en boucherie à 5 h du matin. Surtout que la voiture a été... Il y a une étude récente qui a démontré que la voiture était redevenue un objet de luxe. Et en hébergement, si vous voulez, comme j'ai le budget de l'hébergement, on dit il faut mettre à l'abri les gens, et si vous me permettez une note d'humour, on ne fait pas un diagnostic des PE où ils sont abrités. Parce qu'ils n'ont pas de chauffage, ou très peu. Donc en fait, le logement et l'hébergement, c'est un paquet commun. Moi, je ne crois pas trop aux crises du logement, donc je vais prendre le contre-pied au moins de ce seul mot qu'a prononcé le président de la FNEM, avec lequel je ne suis pas d'accord. Moi, je crois qu'il y a des crises de l'habitat et qu'il y a des crises du parcours résidentiel. Les crises de l'habitat, chez moi dans l'Indre, j'ai pas de problème quantitatif. J'ai un problème qualitatif de logement. Parce que pour pouvoir attirer des gens, il faut qu'ils soient au goût du jour. D'accord. On peut se loger, par contre, mais c'est pas super. Donc quand on a un département qui baisse en population, les gens qui viennent même pour prendre un emploi, ils disent c'est pas super ce qu'il y a là. Ouais, donc j'ai une crise de l'habitat qualitatif. À Paris, en région Île-de-France, on a une crise de l'habitat quantitatif. Puisqu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre possible. Très clair. Et puis en parcours résidentiel, eh bien en fait, en région parisienne, j'ai fait beaucoup de réunions politiques puisque je suis un député Horizon autour de Paris. Vous êtes d'ailleurs pour Horizon chargé du logement. Chargé du logement, eh bien dans des grandes villes, on va dire plutôt très haut de gamme, eh bien il y a une crise de l'habitat dans le domaine du parcours résidentiel parce qu'en fait, vous avez des gens qui veulent pas d'immeubles dans les zones pavillonnaires dans lesquelles ils habitent, plutôt de luxe ou de grand luxe. Mais quand ils vieillissent, ils veulent rester dans leur quartier desservi par un immeuble avec un ascenseur, et ils trouvent personne pour leur proposer un produit parce que le produit n'existe pas. Donc ces villes-là, que tout le monde comprendra, qui abritent des grands châteaux, par exemple, eh bien de toute façon, les gens qui ont construit et qui vivent dans ces grandes maisons ne pourront pas vivre dans leur quartier, leur lien de solidarité sera cassé, donc eux, ils vivent une crise du parcours résidentiel. Tout ça pour dire que ce qui se passe à Paris n'est pas ce qui se passe dans l'Indre, ce qui se passe à Périgueux, à Châteauroux, à Bordeaux, ou à Nice, ou à Lyon, ou dans le Genevois, et que je suis pour la territorialisation des politiques. Et là où je pourrais reprendre le mot du président, il y a peut-être une crise, mais elles sont toutes différentes en fonction des territoires et de la démographie des territoires. On va développer. Norbert Panchon, une réaction sur ce qui a été dit, avec le regard du promoteur, mais aussi le regard de l'opinion que vous affichez très clairement dans les tribunes que vous postez chaque semaine sur LinkedIn. D'abord, merci Sylvain d'être à cette table, puisque effectivement, j'ai à côté de moi 2 grands professionnels de l'immobilier différents. Donc, Loïc Quentin porte la voix de la FNM, mais en général de l'immobilier
d'une façon claire, structurée. Et dans le moment que l'on vit depuis 3 ans, c'est indispensable pour notre métier. Puis peut-être qu'en face de moi, François Jolivet, j'ai un futur membre du gouvernement. Donc je suis très flatté d'être là, très honoré. Oui, si je commence par François Jolivet fait tous les cas effectivement de mal logement et on pourrait même dire de non logement et qui sont bien effectivement le quotidien de tous les métiers, que ce soit l'administration de biens, que ce soit la promotion, que ce soit le logement social. Moi, je reprends le mot de Loïc Quentin sur la crise. Pour moi, on est vraiment dans une crise. Je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, mais avec des décisions politiques du gouvernement qui datent de 2017, qui ont aggravé le cycle que l'on a eu avec la hausse des taux, la guerre en Ukraine, donc qui démarre en 2022, et on a des décisions politiques qui vont aggraver la déflagration sur l'immobilier neuf comme sur l'immobilier ancien. On n'a jamais aussi peu construit de logements neufs depuis l'après-guerre. Je pense que Pascal Boulanger vous l'a rappelé ce matin. Pascal Boulanger n'a pas assisté. Ah pardon, excusez-moi. Non, mais il a eu une contrainte, il n'a pas pu assister, mais juste ça me permet de le rappeler à sa place. Non, mais juste pour corroborer, le nombre d'autorisations d'urbanisme et de permis, parce qu'il faudra peut-être que vous nous disiez la différence entre les deux, est exactement au même chiffre. On a retrouvé les mêmes chiffres en 1959. Avec 20 millions d'habitants supplémentaires. Là-dessus, c'est la crise la plus grave que celle qui avait été d'ailleurs constatée dans l'appel de l'hiver 54 de l'abbé Pierre. Donc c'est vous dire à quel point on en est arrivé. Voilà, le patrimoine français du logement entre 1954 et 2025, je n'irai pas jusqu'à ce comparatif-là. Il y avait encore beaucoup de bidonvilles en France. Enfin, on est encore sur l'après-guerre, mais d'imaginer que la production... Vous parlez des... Excusez-moi, juste pour compléter. Il y a une étude récente qui a... les bidonvilles avaient été éradiqués dans les années 80 et on a recensé le nombre de bidonvilles existants en France. Il y en a 228. Donc c'est le retour de la génération bidonvilloise. Pas de logement neuf, ou en tout cas des chiffres qui nous ramènent à l'après-guerre. Et un logement neuf, c'est demain un logement ancien. Et au niveau des transactions, le marché va mieux cette année, mais on a 2024 et l'une des pires années depuis 20 ans. Donc on est dans un cycle de l'immobilier qui n'est pas bon. Et alors je sais qu'on doit être optimiste et on va évoquer des pistes de solutions à la fin de l'émission, mais aujourd'hui, avec l'incertitude politique, la hausse des taux, la loi était 10 ans, doit être à 3,50, on a encore des taux de crédit immobilier qui se tiennent, on est quand même tous peu rassurés sur les perspectives à 6 mois ou 1 an. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que justement, vous parliez des taux d'intérêt, notamment sur les OAT, puisque on aligne beaucoup sur obligations assimilables du Trésor, et il faut savoir que la dette française est achetée, elle a une valeur, et que le moindre déclassement sur la notification, les notes par les agences de notation, peuvent en fait obérer une partie de l'achat de cette dette, mais notamment toutes les entreprises dites cotées ou non cotées, qui ont ce qu'on appelle dans leur charte de l'achat de dette, et que le risque modéré, par exemple, qui est celui qui est prévu apparemment par l'agence Fitch, obérerait finalement l'achat de la dette dans l'environ de 20-25%. Vous le savez ça, François Jolivet? Mais il n'y a pas que les agences de notation. Depuis le mois de juin, la France est passée de risque faible à risque modéré. Donc vous avez des directeurs généraux, y compris de banques françaises et de compagnies d'assurance, qui ont une délibération cadre lorsqu'ils achètent de la dette des États. Ils l'achètent plus. Et la délibération dit, monsieur le directeur général, vous pouvez tout acheter, sauf... vous pouvez acheter que de la dette à risque faible. Donc s'ils veulent acheter de la dette à risque modéré, qui est la situation française aujourd'hui, il faut qu'ils obtiennent une délibération qui les autorise. Et on a un chiffre, on sait qu'ils achètent entre 20 et 25% de la dette chaque année. Mais bien sûr. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de révision là-dessus, on risque de perdre 25% des créanciers qui achètent de la dette. Vous la payez plus cher. Vous la payez plus cher. Mais ce qui s'est passé avant-hier, oui, ça augure rien de bon pour les taux d'intérêt, pour les accédants à la propriété. Je veux rebondir, parce que François a parlé tout à l'heure de crise d'habitat qualitatif et crise d'habitat quantitatif, pour dire c'est pas forcément une crise de logement. Parcours résidentiel. Parcours résidentiel. Il y a bien une crise du logement, et cette crise du logement, elle est à la fois conjoncturelle et à la fois elle est structurelle.
structurel, le modèle d'hier ne fonctionne plus. Le logiciel, il est cassé. On n'arrive plus à produire du logement social, difficilement. On n'arrive plus à produire du logement privé en neuf. On n'arrive plus à équilibrer et à accompagner, le parcours résidentiel des Français, à avoir une offre de qualité. Et ça, c'est une crise structurelle. C'est une crise structurelle qui est à l'image, je dirais, de la crise politique que nous traversons. Et cette crise politique, elle fait peser notamment une méfiance et une défiance de l'ensemble des prêteurs à la France qui s'expriment sur la dette souveraine. Et cette dette souveraine, elle est totalement déconnectée et décorrélée des taux aux prêts immobiliers. Ça n'a rien à voir. La dette souveraine, et on l'a vu en Espagne et en Italie, elle peut décrocher, mais les taux d'intérêt immobilier ne décrochent pas. S'il n'y a pas de corrélation, il y a corrélation quand ça va bien. Et aujourd'hui, la défiance vis-à-vis de la France fait en sorte que le taux des OAT ne cesse que de monter et de renchérir la dette de la France. La dette de la France, c'est tous les jours, la France emprunte 650 millions d'euros. Moi, j'ai dit à un moment, on consomme tous les 20 jours, c'est vertigineux, j'ai dit il y a 1 an et demi, un sous-marin nucléaire. Un sous-marin nucléaire qu'on ne peut même pas... Un porte-avions, pardon, excusez-moi, c'est un porte-avions qu'on ne peut même pas s'offrir. Nous n'avons qu'un. Et donc, c'est ça la réalité. En réalité, nous sommes dans une crise structurelle qui affecte tous les sous-bassements et les fondations propres de l'immobilier. On a notre logiciel à revoir complètement. Mais c'est une crise, je dirais, qui est à la fois systémique, mais qui touche particulièrement le logement et qui ne peut qu'inquiéter l'évolution du marché. Vous voulez commenter ? Oui, on s'arrête sur la dette. Je sais, c'est un sujet, c'est le sujet du moment et c'est aussi une des raisons sujet crucial. Sujet crucial, mais c'est aussi pour ça que le gouvernement Bayrou est tombé. Mais on oublie un autre sujet qui est pour moi tout aussi important, voire plus, c'est l'épargne. Il n'y a jamais eu autant d'épargne en France. On est à 18%, alors que historiquement, on est à 12%. Alors, je crois qu'on est à 6 000 milliards d'épargne. C'est rien par rapport à la dette. Si on veut réinvestir cette épargne dans l'économie française, et y compris dans le logement, on peut créer de l'activité, on peut créer de la croissance, et on pourra se payer ce fameux porte-avions. On pourra rembourser notre dette et avoir plus d'activité. Qu'on comprenne bien, est-ce que vous êtes favorable avec cette idée sous-jacente, qui est celle de taper dans l'épargne des Français ? Alors, c'était un peu le sujet que vous évoquiez avec François Jolivet tout à l'heure, Sylvain, en disant si les banques n'arrivent plus à acheter de la dette française, où est-ce qu'on va prendre l'argent ? Une des pistes, ça peut être effectivement l'épargne des Français. C'est pas celle que je souhaite. Moi, celle que je souhaite, c'est qu'on sorte les bas de laine et que les Français réinvestissent dans l'économie franco-française. Et il y a deux économies, il y a une économie franco-française, une industrie, c'est le logement. Le logement, c'est les entreprises françaises, faites pour des Français, par des Français. Et donc, on peut trouver des moyens de flécher l'épargne vers le logement. Alors, c'est important ce qu'on en dit là, parce que justement, on va avancer sur la deuxième partie, les visions politiques du logement. Concrètement, Président Quentin, comment on fait pour sortir de la crise ? Et je vais aller plus loin, pour même être un peu provocateur. Est-ce que tout est politique ? Et de toute façon, vous savez que ça ne pourra fonctionner qu'avec la volonté politique, sans paraphraser ce que disait le général de Gaulle, tout est politique. Est-ce que vous pensez que la crise, si on devait pronostiquer, quels seraient selon vous les ingrédients pour pouvoir en sortir pour le bien des Français, bien évidemment. Il m'arrive souvent j'ai connu 4 ministres du logement en 2 ans et demi, donc à chaque nomination, il m'est arrivé de dire que je leur souhaitais d'être un grand chef d'orchestre. Mais aujourd'hui, je le souhaiterais au Premier ministre, parce que finalement, c'est lui qui va être le grand chef d'orchestre. Sans partition, parce qu'il n'y a pas de cap. Et encore moins pour le logement. Jamais le président de la République vous formulez pour Sébastien Lecornu, là. Absolument, jamais le président de la République a donné un cap. On vit sur encore des principes que l'immobilier, c'est de la rente. Et on ne peut pas vivre, il faut arrêter. Il faut arrêter, donc graver dans le marbre une véritable vision d'une politique du logement. Et je dirais même qu'il est à la tête, c'est un chef d'orchestre, sans partition, et avec des instruments qui jouent faux, ou des personnages qui sont tous en opposition et vouloir jouer faux quand ils le souhaitent. C'est une quinquaphonie, cette situation. Et François Bayrou a utilisé le terme de tohu-bohu. C'est vrai. C'est vrai. Et il a raison. Il a même cité H.G. Wells. Je crois que nous sommes dans une situation, alors sauf si, je ne vais pas dire que je ne vais pas lui demander d'être un grand chef d'État, dans ce cas-là, il sera un grand magicien, Sébastien Lecornu. Parce que pour arriver à sortir de cette ornière, le pays, et notamment la situation dans laquelle nous sommes, c'est très compliqué. Donc il faut un cap, comme sur un navire. Ce cap, nous ne l'avons pas. Et je pense que, je crois que la responsabilité nationale de l'ensemble de la classe politique exigerait
qu'au moins on se mette d'accord sur des axes principaux, sur ce qui peut sauver la France, même si ces 3-4 stratégies, notamment sauver la construction neuve qui est au bord du gouffre, c'est une catastrophe. Oui, parce qu'il faut du logement neuf, mais il faut aussi intervenir sur le marché de l'existant. Moi, je pense aux 1 100 000 passoires énergétiques qui arrivent à échéance au 1er janvier 2028. Il faut arrêter. Où on a les moyens de nos ambitions et on rénove et on met des moyens, on accompagne les ménages, ou on renonce à ses ambitions et on abandonne la sanction. Absolument. Et si on veut être égalitaire, la sanction, on ne la fait pas peser que sur le parc locatif, on la fait peser sur tout le parc de logement. Il n'y a pas de raison qu'un locataire ne puisse pas occuper un logement indécent et un propriétaire, il occupera un logement indécent. Moi, je suis pour une politique équitable et universelle. François Jolivet, comment sortir de la crise du logement si tout est politique ? Et enfin, l'accession à la propriété doit-elle redevenir une priorité nationale ? Alors, l'accession à la propriété, pour moi, doit devenir et doit demeurer une priorité nationale. Parce que ça l'est toujours. C'est la raison pour laquelle j'ai porté le PTZ et d'ailleurs les donations afin de sortir des opérations de promotion plantées pour permettre à des gens de donner de l'argent à leurs petits-enfants et leurs enfants s'ils achetaient une résidence principale. Entre parenthèses, je pense que tout est fait depuis 40 ans dans notre pays pour qu'on connaisse cette crise. Elle ne date pas que depuis 8 ans. Non, tout à fait. Tout a été imaginé pour que les prix montent. Tout a été imaginé pour que le crédit soit renchéri. Tout a été imaginé autour de cela. Et je vais vous donner 3 exemples. Ce que vous dites, c'est le principe même de la spéculation. Je vais vous donner 3 exemples. En termes de vision de court-termiste, tout de suite à faire. La première chose, c'est qu'on a un promoteur autour de la table, M. Fanchon, et il connaît l'impôt palier. Alors peut-être que certains auditeurs ne le connaissent pas. Alors c'est quoi l'impôt palier ? L'impôt palier, c'est qu'on s'est mis d'accord de manière... Les collectivités territoriales et l'État s'est mis d'accord, d'ailleurs dans des gouvernements de toute nature et de toute couleur politique, pour faire en sorte que le logement social ne coûte à personne. Donc on a mis dans la tête des acteurs publics que le logement social allait être autofinancé par d'autres. Qui sont-ils ? Tout le monde a entendu parler des opérations dites mixtes. Un tiers de logement social, un tiers de logement intermédiaire, un tiers d'accession à la propriété. Et quand le Pinel existait, là-dedans, il y avait 75% de Pinel. Et on disait, et le maire ou le président de la métropole disait, pour que l'opération soit autorisée dans mon territoire, monsieur le promoteur, eh bien, le bailleur ne devra pas acheter plus de 2200 € le mètre carré. Or, pour le promoteur, ça coûtait 4005 en prix de revient hors marge. Donc, il fallait qu'il se récupère sur les autres. Il se récupérait sur les accès dans la propriété et sur les morceaux de Pinel. Donc, en fait, ce qui était dans un prix de marché de 4000, par exemple, là où il construisait, devenait 7000 en accession à la propriété. C'est le cas y compris dans Paris. Et le 7000 devenait un prix de référence pour tout ce qui était autour, parce qu'un neuf était à 7000, donc de 4000, un ancien, on pouvait bien le vendre 5000. Ça s'appelle l'impôt palier. Et d'ailleurs, les Français qui ont acheté dans ce type d'opération s'en rappellent bien, et continuent bien de s'en rappeler quand ils se sont séparés, qu'ils étaient deux. Parce que la vente du patrimoine ne permet pas de couvrir le remboursement du capital restant dû. Et après séparation, ils continuent à payer. Première chose, on a inventé l'impôt palier. Et on a autorisé la vente à perte aux organismes HLM. Qu'il faudrait donc supprimer. On est d'accord. Voilà. Moi, je suis d'ailleurs pour que c'est le sens de votre analyse. D'ailleurs, je suis pour que les promoteurs travaillent à bilan ouvert. Ils ne sont pas tous d'accord, mais c'est en tous les cas. Alors, c'est quoi un bilan ouvert ? Un bilan ouvert, c'est-à-dire qu'on dit, dans d'autres pays, on dit, monsieur le promoteur, vous allez travailler chez moi, mais vous pouvez me dire quelle est votre marge ? On est à 4. D'accord, je suis à 4. D'accord. Vous êtes à 11 ? L'AFPI dit en moyenne, on est à 5%. Mais moi, je ne veux pas travailler à 11. Je ne travaille pas avec un promoteur qui est à 11. C'est tout. Bilan ouvert. Et en plus, moi qui n'ai pas voté la loi climat-résilience, mais si je considère que le fait que le ZAN s'impose, ça veut donc dire que tout foncier aujourd'hui a une valeur supérieure à ce qu'elle est elle-même, puisque ce foncier doit rendre une mission d'intérêt général. Donc ça donnerait possibilité aux élus d'avoir la main, ou au moins un regard sur ce sujet. Première chose. Deuxième chose. Comme je n'ai pas voté la loi climat-résilience, je me répète, je n'ai pas voté les DPE. Et moi, je pense que autant la politique environnementale se justifie dans la prise de conscience, autant la politique environnementale se justifie par des actes, mais il ne faudrait pas que la politique environnementale soit le laboratoire des révoltes de demain. Quand on n'est pas capable de produire aujourd'hui, et d'ailleurs, on a une manifestation aujourd'hui. J'étais tout à l'heure dans le 20e arrondissement, les gens parlaient de logement. Oui, absolument. Et première préoccupation des Français. Première préoccupation des Français. Et donc, on ne va pas sortir du marché des logements
Si on ne peut pas loger et les mettre en hébergement dans des endroits où il n'y a pas de DPE et où on les chauffe quand même, où on amène un chauffage en G. Il n'y a pas de problème pour héberger, mais pour loger, c'est un problème. Donc, deuxième sujet, ce serait immédiat pour moi, ça. Troisième vision. Les élus locaux. Quand Norbert Fanchon s'en va faire une étude, ce qu'on appelle une étude de rentabilité de plan, combien je peux faire de logements avec l'application des règles d'urbanisme qui se font sur la parcelle, ben, il dit j'en fais 80. Parce que le document d'urbanisme dit on peut construire jusqu'à 4 étages. Quand il va voir les maires, à 80% d'entre eux, ils disent tu vas nous en faire que 2 étages. Donc eh bien, la réforme, c'est pas au moins jusqu'à 4, ce serait vous devez construire à 4. Rendre obligatoire ces choses-là. L'étalement urbain est dû au manque de courage. J'étais maire, donc c'est pas facile. Hein, ce que imposer finalement les règles du PLU à ceux qui précisément les ont édictées. Voilà, mais oui. Il y a quelque chose d'assez particulier. Ben oui, parce qu'en fait, l'étalement urbain sur ça, vous savez. En France, on a beaucoup d'acronymes. Le STRADET, c'est le schéma régional de développement du territoire. Le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale interterritoire, mais plus petit que le schéma régional. Et après, vous avez le programme local de l'habitat qui définit ce que le territoire doit construire comme logement, construire. D'ailleurs, entre parenthèses, moi, j'ajouterais aussi réhabiliter, ce qui n'y est pas. Et puis après, vous avez le PLUI, puisqu'il est intercommunal, qui doit respecter le PLH. Et vous avez des fonctionnaires d'État qui assurent le contrôle d'égalité du PLUI et qui regardent sur la parcelle de Norbert Fanchon, là, il était prévu 80 logements, mais c'était si on construisait jusqu'à 4, mais en fait, là, il n'y en a que 2. Oui, mais peut-être qu'ils se récupéreront ailleurs, donc on laisse passer. Donc que les documents d'urbanisme soient appliqués. Quatrième vision. On est dans un pays où si j'habite si je viens en vacances dans le Val-de-Marne tous les ans voir ma grand-mère et que je suis un résident en Outre-mer, je peux attaquer le permis de construire que dépose Norbert Fanchon. Parce que j'ai un intérêt à agir. Eh bien moi, je supprimerai ça. Et je ferai comme dans d'autres pays européens, seuls les riverains peuvent attaquer. Seuls les riverains de la parcelle peuvent attaquer. Ce qui permettrait à Norbert Fanchon, sans doute, s'il a un peu déconné dans son permis, avec des vues qui ne sont pas les bonnes, de pouvoir trouver des interlocuteurs et de négocier directement avec eux, et de s'arranger avec eux, et de co-construire sans permis de construire. Mais il faudrait qu'il monte jusqu'à 4. Voilà. Ça, c'est ma vision. Et puis, sur la location, parce que on a le président de la FNAIM, moi, je ne crois pas au propriétaire privé qui part en vacances à La Réunion au mois de décembre et qui doit répondre à ses 2 locataires parce qu'il a fait 2 Pinel quand il y a une panne de chauffage et qu'il les gère en direct. La qualité de service rendu par parfois les propriétaires privés ne sont pas des meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous comme ça. Mais en revanche, ça exige une continuité de service. Surtout quand on a eu une défiscalisation. Il y a une continuité de service. Moi, je pense qu'il faut un tiers de confiance. Il faudrait voir comment. Et quel est le tiers de confiance et comment il se rémunère. On y travaille. Bien évidemment. Mais en revanche, il faudrait que le tiers de confiance soit là pour conseiller son propriétaire. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit François Jolivet. Et après l'avis du premier concerné. Sur l'impôt palier. Moi, je suis satisfait d'entendre François Jolivet parce que la proposition du CNR, c'était interdire la vente à perte par les promoteurs aux bailleurs sociaux. Il n'y a pas le courage en France, de sortir des sentiers battus et d'inventer un nouveau modèle. La décision n'appartient qu'aux 2 acteurs publics, communes et État. État, mais aussi de façon aussi avec les promoteurs, Sancre et notamment portent cette proposition. Ça permettrait d'assainir le marché, parce que les prix sont déformés à cause de cela. Moi, dans ma ville, à Nantes, si Mme Johanna Roland m'entend, c'est 2400 € le mètre carré. Les promotions sont vendues à 7 et à 8000. Je rappelle quand même que dans ce pays, nous avons l'interdiction de vente à perte. C'est interdit. Prescrit par la loi. Il y a déjà eu des sanctions européennes. Je crois que c'est 220 000 € par appartement vendu. La Commission européenne, aujourd'hui, est en train d'étudier, justement, les politiques du logement et les infractions de vente dans le secteur privé. C'est quelque chose qui va sortir prochainement. Et ça ne m'échappe pas, Monsieur le Président. C'est pour ça que j'en parle. Eh bien voilà. Donc voilà, c'est un dossier nouveau qui va apparaître. Nous, au moins, en tant que syndicat, on est agitateur d'idées. Moi, je suis un aiguillon et notamment et mettre en évidence un débat nécessaire. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait porter, qui permet de faire baisser le prix du neuf et par là même d'améliorer le rendement. Où on choisit que l'État
soutient le logement social, mais on ne fait pas porter le soutien au logement social par l'investisseur privé. C'est important et déterminant. Sur l'aspect des permis de construire, alors là, je suis d'accord avec François Jolivet, parce que quand c'est ce qu'on voit, je crois qu'être promoteur, c'est un métier. Autant je peux leur dire, attention, ça, c'est pas normal, mais autant je les soutiens dans l'acte de construire. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de construire, être un acteur de la procédure. En réalité, un promoteur est libre de faire, il n'est pas libre de faire ce qu'il a envie de faire, mais il est libre de faire ce qu'on lui dit de faire. Et en réalité, aujourd'hui, en promotion, c'est pas parce qu'il a envie de construire qu'il pourra construire. Et c'est un marché très sélectif, et dans les grandes villes. Et il faut passer entre les fourches codines, notamment d'un comité d'éligibilité. Lorsqu'on fait un appel d'offres et de candidature, il y aura 50, il y en a qu'un qui arrive, et ce qui se plie aux exigences, notamment de ceux qui instruisent. Donc, aujourd'hui, il faut réformer la façon dont on fait du logement, parce qu'on renchérit notamment d'obligations et de contraintes, et ça va à l'encontre des intérêts des Français. Lambert Panchon. Je reviens à la question originelle sur l'accession à la propriété. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a une politique du logement depuis 2017. Depuis 2017, on n'aime pas le propriétaire. On pense que le propriétaire est un rentier, Loïc Quentin le rappelait, mais dans le HLM, alors j'ai entendu la remarque du député Jolivet, mais dans le HLM, on a créé la réduction de loyer de solidarité qui taxe depuis 2017 tous les bailleurs sociaux. 1,3 milliard sont prélevés sur le résultat de tous les bailleurs sociaux par an. C'est 40 à 50 000 logements neufs par an, ou on pourrait le traduire à aussi autant de réhabilitations qui ne sont pas faites. C'est la fameuse RLS. La fameuse RLS. Réduction de loyer de solidarité. Donc on dit aux propriétaires privés, vous êtes un rentier, puis en plus on va supprimer la taxe d'habitation et on va la remplacer, grosso modo, c'est pas comme ça que ça s'est vraiment passé, mais enfin, ça s'est pas dit comme ça, mais ça se remplace par de la taxe foncière. Donc avant, les impôts locaux étaient payés par les locataires et les propriétaires, aujourd'hui ils sont payés que par les propriétaires. Et sur 40% des gens ont payé leur taxe d'habitation. 40% des foyers. Encore. Et sur j'entends encore la remarque sur les bailleurs sociaux, mais quand on ponctionne 1,3 milliard par an qui va dans le budget général de l'État, il y a quand même, ça pose des difficultés. Ce qui était possible quand le livret était à 0,5, ce qui était possible quand les taux de crédit étaient à 1, effectivement, ne l'est plus aujourd'hui. Donc, si on veut comprendre comment on peut relancer l'immobilier, il faut peut-être changer de discours sur les propriétaires. Loïc Quentin, je crois, dans une conférence de presse de début d'année, a fait remarquer que le taux de propriétaires en France baissait. Je crois que c'est la première fois de notre histoire. Ouais. Et si on a moins de propriétaires en France, ça sous-entend quelque chose sur la société. Moi, je prends toujours en exemple la société, même si elle est très particulière aussi, c'est Singapour. Singapour a construit son identité sociale sur le fait d'être propriétaire. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes propriétaire, vous prenez soin de votre logement, de votre immeuble, de votre voisin, de votre palier. Et donc, il faut augmenter le taux de propriétaire. On plafonne à 57, on baisse. Et donc, il faut changer de discours politique, peut-être en haut de l'État, valoriser le fait d'être propriétaire d'un point de vue moral, discours politique, et aussi, après, le valoriser d'une façon économique. Alors, je vais vous laisser répondre, François Jolivet, bien sûr, mais je voudrais qu'on aborde tous les sujets. Il y a deux sujets avant de passer à la troisième partie sur le logement, pilier économique et social. C'est corollaire d'ailleurs de l'accession à la propriété, c'est l'investissement locatif. Investissement locatif, comment redonner confiance aux propriétaires pour qu'ils mettent leurs biens sur le marché, et à l'instar où se généralise de plus en plus l'encadrement des loyers. Est-ce que c'est un outil efficace ou est-ce que c'est un frein à l'investissement ? Une chose est sûre, on avait rappelé tout à l'heure que les bailleurs privés logeaient plus de 60% de personnes qui étaient éligibles au logement social. Donc on voit bien qu'il y a un complément social de l'action privée pour le logement social. Je caricature un peu, mais c'est à peine. Or, et le président Quentin l'a dit à plusieurs reprises, le risque du désinvestissement des petits propriétaires bailleurs est un risque systémique, puisque il faut se mettre à la place du petit propriétaire bailleur. Si tu n'as plus de taux de rendement, si on a même des rendements négatifs, ben on n'investit plus. Ou alors, carrément, comme le disait le président Quentin, on loue plus. Donc, question que je pose à vous, le François Jolivet, avec le commentaire que vous souhaitez apporter, on est d'accord que là, à un moment donné, on arrive à une saturation de l'impôt, voire même une fiscalité, est-ce que je peux prononcer le mot confiscatoire, sur les rendements immobiliers de tout petits propriétaires dont le coefficient de propriété est de 1,1. Donc, ce n'est pas des salauds de capitalistes qui s'enrichissent sur le dos du peuple, mais plein de petits artisans, commerçants qui ont épargné toute leur vie pour avoir un petit complément de retraite. François Jolivet. Alors ça va faire partie je vais vous répondre ici. Ça fait partie de la vision aussi. Quand je dis qu'on a tout fait pour que personne n'achète aussi,
et que les prix montent, personne ne peut plus l'acheter parce qu'en fait, on a inventé un truc en France qui s'appelle le taux d'effort. Quand vous êtes un propriétaire accédant pour votre logement, on dit c'est 33% et rien au-dessus. Entre parenthèses, je parle souvent dans mes exemples de l'agrégée de physique avec un enfant et veuve, elle ne pourra plus jamais acheter de sa vie. Donc il faut penser à elle. Mais ensuite, quand vous êtes un propriétaire bailleur et que vous allez voir votre banquier et regarde votre taux d'effort, et il considère que lorsque vous achetez le logement que vous allez louer, vous n'aurez pas de loyer dans les recettes. Merci la Banque de France. HCSF. Le Haut Conseil à la stabilité financière, Oui, présidé par le gouverneur de la Banque de France. Oui, et qui fixe d'ailleurs les règles, et donc, notamment sur le taux d'usure. Donc quand vous faites taux d'intérêt élevé, taux d'effort, et que le loyer n'est pas considéré comme une recette parce qu'on considère que le locataire ne paiera jamais son loyer, de toute façon, cette règle-là siphonne toute possibilité d'investir. Et c'est ça qu'il faut modifier, avant toute chose. Avant toute chose. Parce que le propriétaire, et ensuite, 80% des jeunes de plus de 30 ans veulent devenir propriétaires, et c'est d'ailleurs la date à laquelle ils acceptent un contrat à durée indéterminée, parce que la banque ne veut pas leur prêter. Autrement, jusqu'à 30 ans, ils ne prennent que des CDD. Ça veut donc dire que l'appétence est là. Le fait que ce soit rentier, moi, j'avais milité pour que les logements sous plafond de loyer et plafond de ressources n'entrent pas dans l'IFI. J'avais pas réussi. C'est toujours ma volonté de faire. Puisque quand on est dans un Pinel, on a plafond de ressources, plafond de loyer. D'ailleurs, si le propriétaire savait qu'il achetait un Pinel et que l'agence pourrait lui rappeler qu'il faut qu'il respecte plafond de ressources, plafond de loyer, le logement aurait une contrepartie de défiscalisation avec mission d'intérêt général, tel que ça a été prévu. Et puis également les logements conventionnés ANA, plafond de ressources, plafond de loyer, avec des loyers très faibles, c'est pas très facile d'évaluer la valeur du bien. D'ailleurs, ça crée beaucoup de contentieux à Bercy sur ce sujet-là. Après, il y a tous les autres logements non conventionnés de propriété d'investisseurs. Bon, est-ce qu'ils doivent y être, y pas être? Le débat est ouvert, mais il n'est pas tranché dans ma tête. Mais en tous les cas, tout ce qui est conventionné et tout ce qui est sous plafond de ressources, plafond de loyer, moi, j'enlèverais de l'IFI. Mais la première mesure que je prendrais, c'est déjà sur le taux d'effort. Parce que comment voulez-vous que Loïc Quentin puisse investir 200 000 € dans un logement s'il rembourse sa maison avec 1 500 € et qu'il gagne, je ne sais pas combien, mais très au-dessus, mais que le remboursement de sa maison plus le loyer qu'il ne touchera pas parce que ça ne rentre pas dans son plan financement de recettes, ben, il n'investira pas parce qu'il va dépasser 33%. Donc, vous voyez, on a tout fait pour que les prix montent. On n'a pas eu de courage pour respecter les hauteurs de construction pour qu'il y ait les volumes. Et puis en plus, là, on siphonne le système avec les orientations du Haut Conseil de stabilité financière. On a posé la question aux différents ministres du logement. J'ai ici, sur ce plateau, posé la question à Emmanuel Vargon, à Valérie Létard et à Julien de Normandie. Réponse du gouvernement: nous sommes vigilants sur l'endettement des Français. Et c'est la raison pour laquelle on limite la capacité... Ça ne veut rien dire. Alors justement, c'est un commentaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Loïc Quentin? Et commentaire sur ce que vient de dire François Jolivet. Je crois de toute façon, c'est vrai que si on cumule des revenus, des charges de remboursement sur un investissement locatif pour déterminer le taux d'effort, c'est une erreur mathématique et une erreur d'analyse financière. Donc c'est pas comme ça qu'on conçoit l'investissement. Je pense que ce sont des réponses, je dirais, d'une absence de réalisme sur notamment le montage d'opérations. Je crois que... Mais comment on endigue le fait de contrôler effectivement, ce qui n'est pas non plus incohérent, l'endettement des Français? Est-ce qu'il faut... Attendez. Est-ce qu'il faut supprimer... Est-ce qu'il faut supprimer le taux d'effort? Est-ce qu'il faut... Je crois, nous on avait proposé... Le reste à charge. On avait proposé à titre expérimental de supprimer le HCSF pendant au moins une année. Puisque le titre expérimental est une bonne... On le fait pour l'encadrement des loyers, on le fait pour tout, bien, en faisons-le pour le HCSF. Et puis on fera le bilan, mais au moins on n'attendra pas, comme pour l'encadrement des loyers, à faire un bilan aussi tardif que cela, on le fera au bout d'un an. Je veux dire, quand même, les banques, le jeu... Pardonnez-moi, je reprends la parole, mais les banques, qui connaît son conseiller clientèle aujourd'hui? On ne les connaît plus. Quelle banque prend des hypothèques? Moi, j'ai acheté ma première maison, je suis un accédant à la propriété
j'avais un salaire mais modeste, j'ai acheté ma maison, on m'a pris 100% une hypothèque sur mon prêt. C'est-à-dire qu'à mon époque, on pouvait acheter un bien sans aucun fonds propre. Absolument. Parce qu'il y avait l'hypothèque. Mais parce qu'il y avait des conseillers clientèle dans les banques qui étaient capables de dire François, là, vous allez acheter un truc, c'est trop cher, je ne vais pas vous prêter. Par contre, là, vous achetez au juste prix, je vais prendre l'hypothèque. Parce que si je ne remboursais pas mon crédit, il fallait que la vente permette de couvrir mon prêt. Aujourd'hui, les banquiers, par simplification ou simplisme, c'est taux d'effort plus assurance. Et on n'utilise plus l'hypothèque. Et donc, du moment qu'on a le taux d'effort plus et qu'on est en capacité de calculer, de payer l'assurance, on peut acheter un truc 400 qui vaut 100. Et vous n'aurez pas ce conseil-là. Et entre parenthèses, les notaires ne donneront pas plus le conseil non plus. Donc, tout est fait aujourd'hui et on a laissé tout faire pour que plus rien ne marche. Et ça, c'est pas nouveau. Heureusement, les professionnels le conseillent. Norbert Panchon. Moi, je serais moins sévère que François Jolivet sur les banques. On est, pour moi, dans un schéma autoprédictif. Le gouverneur de la Banque de France a dit qu'il y avait une bulle immobilière. On était dans une bulle spéculative. Est-ce qu'on l'est ? Non, mais la meilleure façon de le démontrer, c'est de la créer et de la provoquer, et donc de limiter, en fait, le nombre de Français capables d'acheter. Et c'est là où on arrive sur le taux d'usure qui a bloqué le crédit au début 2023. Pendant 6 mois, on était incapable de faire un crédit. On sortait de la crise, quand même. Il y avait un on truc sortait de la crise, mais les banques n'allaient pas faire des crédits puisqu'elles les faisaient à perte. Et c'est là où on voit, excusez-moi, j'ai utilisé un mauvais terme, la lenteur de décision du HCSF qui a bloqué le crédit, qui a bloqué le marché dans l'ancien, et c'est, je pense, une des raisons principales du choc dans l'ancien, qui a bloqué le crédit. Et deuxièmement, François Jolivet a totalement raison, on devrait raisonner sur le reste à vivre. Et c'est par la réglementation, et la Banque de France a d'abord fait des préconisations, et puis maintenant les banquiers ils se font plus que taper sur les doigts, donc ils n'osent plus rien faire sur les crédits, et à force de réglementer, on bloque tout le système et on bloque l'économie française. Et moi, je soutiens l'initiative de Loïc Quentin qui est de dire faisons une expérimentation en supprimant le HCSF d'une façon momentanée. Je trouve que c'est une très bonne idée, Président. Il vaut mieux les convaincre pour qu'ils modifient leur position. Est-ce qu'on est capable de convaincre un inspecteur Norbert a raison. La lenteur du HCSF, quand les taux remontaient ou le taux des prêts était proche du taux d'usure. C'était surtout l'ancien directeur général de CTLM. Mais bon, c'est une note d'humour. mais humour corrosif. Hein. Je veux quand même dire vraiment ce que je pense, et vous avez compris que je le faisais. Si le banquier avait la connaissance de ses clients et que le client pouvait rétablir une relation de confiance avec son chargé de clientèle, je ne crois pas à la banque à distance, moi, sur l'acquisition immobilière. Ou alors il faut créer une banque spécialisée dans l'immobilier. On en a tué déjà 2, donc... On en a déjà tué 2, mais peut-être qu'il faut les réinventer en situation de crise de l'habitat et de parcours résidentiel. Il est bientôt l'heure de nous quitter, donc il nous reste moins 3 minutes pour conclure. Je voudrais que chacun fasse une conclusion un peu synthétique. Bien évidemment, l'idée de cette table ronde, c'était de soulever finalement des problématiques, pas forcément de vous donner systématiquement des réponses tant qu'on peut. En tout cas, de réaffirmer le rôle essentiel des corps intermédiaires. J'insiste beaucoup sur les corps intermédiaires qui sont aussi un coussin sociétal pour une profession, pour une filière qui, je le rappelle aujourd'hui, engage des centaines de milliers de personnes qui vivent de cette industrie. On va commencer par vous, Norbert Panchon. Quand on voit votre marché, c'est sûr qu'il est assez désespérant. Un marché qui s'est quasiment rétréci de moitié en moins de 3 ans. Pas quasiment, qui s'est rétréci de moitié. Qui continue à se rétrécir. On voit que les chiffres de promoteurs qui ont jeté l'éponge l'an dernier, ils étaient, moi j'en ai recensé 123. C'est une véritable hémorragie. Quand ça va se stopper, qu'est-ce que vous voudriez? Voilà, je voudrais vous laisser 1 minute de conclusion pour essayer de donner des orientations, en tout cas de pouvoir essayer peut-être de rassurer ou de réenchanter. Le logement, c'est ce qui fait société et c'est un vecteur de croissance économique. C'est à peu près, comment on calcule, c'est entre 5 et 10% du PIB. On a un deuxième sujet en France qui est le tourisme. On oppose les propriétaires et la résidence principale et les résidences secondaires. On oppose les locataires et Airbnb. On pourrait réunir les deux.
accueillir plus d'étrangers parce qu'on a un pays extraordinaire, pour moi le plus beau pays du monde, développer l'immobilier pour ces résidences secondaires et développer l'immobilier pour ceux qui vont travailler pour ces résidences secondaires. C'est totalement, je sais, anachronique par rapport au sujet de ZAN, au sujet de DPE, mais on a deux économies franco-françaises faites par des Français. On a un pays formidable, sans mettre d'argent, sans statut du bailleur, on peut recréer une croissance économique par le logement et le tourisme. Ça a le mérite d'être très clair. François Jolivet. 1 minute. 1 minute. Moi, je pense que le logement, c'est la première préoccupation des Français aujourd'hui. Et je crois que les maires battus aux prochaines élections seront les maires qui n'auront pas eu de grue sur leur ville. Et je crois que ce sera un thème de campagne pour toutes les élections municipales, là où il y a des crises de l'habitat et du parcours résidentiel. Et je crois que ce sera le sujet central de la campagne présidentielle. Ensuite, la place des corps intermédiaires, comme je le disais au début de cette émission, c'est donner la possibilité à des acteurs de faire en sorte que d'autres s'approprient leurs contraintes métiers et resituent leur métier dans leur rôle et pas dans leur vision toujours économique. Que ce soit d'ailleurs du côté de l'État ou que ce soit d'ailleurs du côté du Parlement. Et puis enfin, ça nous aide aussi parfois, ces acteurs et corps intermédiaires qui sont absolument nécessaires à la fabrication de la loi, à sortir des sentiers battus. Parce que quand Loïc Quentin disait oui, il y a beaucoup de parlementaires qui connaissent le logement, il y a beaucoup de parlementaires qui parlent du logement, oui, qui en parlent, d'ailleurs plus ou moins mal, mais il y a surtout très peu de parlementaires qui connaissent la situation et la filière métier du permis de construire jusqu'à la location. Et donc en fait, eux, ces corps intermédiaires, ils sont chargés d'apprendre ceux qui ne savent pas. C'est très clair. Président Loïc Quentin. Conclusion. Je crois qu'on vit une crise qui est uniquement un héritage qui remonte à très lointain, à longtemps, plus de 40 ans, je dirais, de dérèglement ou d'aveuglement sur des dispositions que nous aurions dû prendre et où tout, finalement, on a renforcé une réglementation, un contrôle. Je dirais, aujourd'hui, on est confronté à un mur, je dirais, où on est vraiment dans une crise structurelle qui nous oblige à repenser et libérer aussi une envie et des besoins de l'énergie et une nouvelle dynamique. Là, vous avez raison, c'est vrai que on a pensé aussi une politique, je dirais, dans des cabinets feutrés, et, je dirais, sans se rapprocher des corps intermédiaires qui sont indispensables. Nous avons la connaissance métier, nous avons la connaissance au quotidien de nos clients, nos locataires, nos propriétaires, les personnes âgées qui sont chez nous. On connaît la détresse, on connaît la misère, on est responsable, on est solidaire avec le logement social. Pour nous, l'emblème de la FNIM, c'est agir pour le logement dans son ensemble, pour le neuf, pour l'existant, pour le social, faire en sorte que tout le monde ait un toit sur la tête et revenir à nos fondamentaux de tout ce qui a fait la Ve République depuis toujours, permettre d'accéder à la propriété, permettre aux Français qui arrivent au moment de la retraite d'avoir un toit sur la tête, je le dis souvent, c'est déterminant et c'est fondamental, mais tout cela en accompagnant toutes les couches. Mais je crois qu'il faut un électrochoc. Cet électrochoc, on va l'avoir. Je suis optimiste, je suis confiant et j'ai confiance dans la politique pour mener ce combat à côté des corps intermédiaires et des organisations professionnelles que je représente. Merci François Jolivet. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et merci Norbert. Loïc Quentin. Voilà, Top Chrono, c'est terminé. Je voudrais, avant de conclure et de vous rendre l'antenne, remercier tous ceux qui ont participé à la construction de cette journée marathon Top Chrono. Je rappelle d'ailleurs également que l'ensemble des replays de l'émission seront accessibles sur l'ensemble des plateformes, notamment celle de Radio Imo, mais également sur le site de la FNIM. Vous nous écrivez également si vous voulez avoir accès à un replay particulier. On se prend un plaisir de vous l'envoyer. Si vous avez des commentaires, éventuellement des remarques à nous faire, n'hésitez pas également. C'est aussi le principe de la vitalité démocratique dans nos pays. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on le fait toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà, un immense merci à ceux qui ont participé à cette émission, l'ensemble de nos intervenants, mais également les équipes de la FNIM menées de main de maître par Caroline Kern-Richard, Joël Gopper et l'ensemble de ces équipes pour la FNIM qui nous ont permis de construire cette journée. Également l'ensemble des équipes de Radio Imo. Je voudrais remercier Jason, Théo, Alexandre, et Baptiste, Priscilla et Lorenzo, notre ami Lorenzo Il Magnifico, qui nous a beaucoup aidé pour la communication également. Aussi les élus qui ont participé à cette émission en particulier Jérôme de Champsavin qui nous a aidé aussi à construire cette route. Immense merci également et gratitude envers vous, Loïc
Quentin qui nous a permis de construire effectivement et de penser cette journée, à l'ensemble des équipes. Merci François Jolivet d'avoir conclu avec cette dernière table ronde politique franche et directe. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription de l'Indre. Merci, ne changez rien. Merci à Norbert Panchon. Continuez à faire vos tribunes sur LinkedIn que tout le monde écoute avec beaucoup d'attention et de vigilance. Norbert Panchon, président du groupe Gambetta. Et enfin, merci à vous, Loïc Quentin, président de la FNAIM. Top chrono, c'est terminé. Il est 17h50. À très vite. Et d'ici là, prenez soin de vous.